Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, Niamey est au centre de toutes les analyses politiques, géopolitiques et stratégiques en Afrique et dans le monde. Entre restrictions de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et également l'avis donné ou alors des injonctions qui viennent d'une communauté dite internationale, entre autres la France ou encore les États-Unis, Niamey est au centre de toutes les attentions et crée la polémique, du moins la politique qui s'y trouve actuellement, avec un nouveau gouvernement issu du nouveau pouvoir militaire qui a décidé de prendre le pouvoir le 26 juillet dernier. C'était donc un coup d'État ou du moins une tentative qui a conduit à la destitution du président Mohamed Bazoum. On reviendra donc sur ce coup d'État avec notre invité en évoquant bien évidemment les implications géopolitiques et stratégiques, vu que notre invité a justement cette casquette d'analyser et ou d'argumenter autour des questions qui ont trait à la géostratégie. C'est un docteur en économie et d'ailleurs avec lui on reviendra sur les sanctions économiques infligées au Niger par la CEDEAO depuis quelques jours, mais surtout sur les implications géostratégiques de la politique, de la situation de crise politique du côté du Niger. Le docteur Dalvaris Goudjou est l'invité de la rédaction d'Africa Move TV. Merci, Dr Dalvaris Goudjou, d'accepter notre invitation. C'est un honneur, c'est surtout un grand plaisir de te recevoir, Dalvaris. Je te tutoie dès le début. Merci d'accepter l'invitation d'Africa Move. C'est moi qui suis honoré, Victoire. D'abord, félicitations à vous et à l'équipe qui vous entoure. Car depuis le début de ce projet, ce n'est pas facile de regarder dans le paysage médiatique africain et camerounais en particulier de voir une femme qui tient ce projet de main de maître comme vous le faites avec toute votre équipe. La qualité des productions, la qualité des invités, vraiment la qualité des thématiques, vous êtes à féliciter. Je pense qu'en réalité, les pouvoirs publics et bien d'autres pouvoirs même privés devaient voir comment apporter un soutien à une femme comme vous avec le projet Africa Move qui fait vraiment un travail de sensibilisation, un travail pédagogique, mais surtout un travail qui donne une image positive de l'Afrique. Et surtout, je suis très honoré d'être votre invité aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions, Dr Dalvaris Goudjou. Plusieurs implications géopolitiques et stratégiques depuis ce coup d'État du 26 juillet dernier, Dalvaris Goudjou. Avant de rentrer pleinement dans le vif de notre échange, peut-être prendre votre avis et votre analyse sur ce coup d'État du 26 juillet dernier à Niamey. Pour moi, il faut comprendre clairement qu'il y a un certain nombre de facteurs qui pouvaient concourir à cela. Oui. C'est vrai que ça, c'était qu'un énième coup d'État. Il y en a eu d'autres où le président Bazoum, où l'ex-président Bazoum est sorti victorieux, mais quand même il y avait un certain malaise au sein de la population. Absolument. Le fait que chez les peuples sahéliens qui ont des gens qui ont le sens de l'honneur et de la dignité, et que vous donnez l'autorisation à des troupes françaises, du matériel français quittant le Mali pour traverser le territoire, des villages refusent que ce convoi mortifère ne traverse le territoire et que vous ordonnez que l'on tire sur la population. Oui. Cela est resté au travers du cœur de beaucoup de Nigériens. Au-delà de ça, il y a des djihadistes qui sèment la pagaille, qui empêchent des populations de pouvoir cultiver, qui empêchent des populations de pouvoir berger. Mais quand on arrête certains des djihadistes et que vous donnez l'ordre qu'on les libère parce que soi-disant ce seraient des alliés à vous, cela reste au travers des éléments importants et je peux dire dignes des forces de maintien de l'ordre et qui se disent à un moment opportun, si vous continuez dans ce sens, ils seraient contraints de vous déposer. Mais au-delà, là c'est au point national, mais au-delà quand même dans toute la sous-région, il y a quand même un sentiment anti-politique française qui existe, exact. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina. Ils ont l'impression que certains responsables africains qui sont en train de défendre que les intérêts français contre les intérêts de leur population. Donc moi je pense pour ma part que c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre, car ce n'est pas concevable que le Niger puisse produire de l'uranium qui approvisionne 17% de l'Union européenne et 38% de l'État français, oui. Et quand Niamey même il n'y a pas d'électricité, il faut que le Niger importe 70% de son électricité du Nigeria. Je vais dire, dans un contexte comme celui-ci, il y a un malaise et ce push ne peut être que de la résultante de ce malaise. Plusieurs tensions tout à fait qui existaient déjà et qui présageaient justement ce coup d'État. Docteur Dalvaris, qu'est-ce qui se joue exactement sur le plan géopolitique et stratégique en ce moment au Niger? Donc on parle du marché de l'uranium, mais quelles sont les véritables implications géostratégiques?
Il y a d'abord le marché de l'uranium qui est extrêmement important. Oui. Vous savez, l'uranium, ça fait quelques jours j'étais en Chine, je suis revenu. Oui. Même les autoroutes en Chine sont éclairées du fait que les Chinois utilisent l'énergie nucléaire. C'est très facile. Avec 2 ou 3 graines d'atomes, avec la technologie, vous pouvez produire des très grandes quantités d'électricité que vous pouvez utiliser pratiquement à l'infini. Oui. Et c'est plus ou moins la même chose. Vous savez, le Niger procure l'uranium utilisé en France pour éclairer et pour l'industrie à capacité de 33%. Et le Niger produit pour l'Union européenne 17% de l'uranium qu'elle utilise. Or, dans un contexte comme celui-là, le Niger, même à Niamey, il n'y a pas d'électricité. Au point où le Niger est contraint d'importer l'électricité pour sa capitale du Nigeria jusqu'à 70%, donc presque 100% vient de l'extérieur, alors que le Niger produit l'uranium. Donc il y a la question de l'uranium qui est importante. Là, nous sommes sur le côté civil de l'uranium, mais il y a un volet qui est d'autant plus important que le volet militaire, parce qu'on utilise l'uranium pour fabriquer les bombes atomiques. Or, vous savez qu'aujourd'hui, il y a pratiquement une grande croisade en ce qui concerne les armes nucléaires. Je n'ai pas besoin de revenir sur les implications, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Iran, que ce soit en Israël, l'Inde, la Chine et toutes ces grandes puissances-là qui sont en train de saliver devant l'uranium qui est dont l'utilisation militaire vous confère une certaine puissance et une certaine crainte. Mais au-delà de l'uranium, il y a le fait que le Niger est au carrefour pratiquement du Sahel. Dans la zone sahélienne, je n'ai pas besoin de revenir sur le fait que pendant longtemps quand même, l'Algérie, une grande nation comme l'Algérie, a eu des difficultés énormes avec le terrorisme dans le début des années 90, avec ce qu'on a appelé les GA, les groupes islamiques armés, dont beaucoup se réfugiaient au sud de l'Algérie, au nord du Niger. Ce qui fait que de nos jours, il y a beaucoup de puissance. Je n'ai pas besoin de revenir pour vous rappeler qu'au Niger, c'est vrai que nous parlons beaucoup des troupes françaises, mais il y a des troupes italiennes, il y a des troupes allemandes, il y a des troupes américaines qui sont à l'aéroport de Niamey. Et c'est important de souligner que les Américains sont à Niamey avant les Français. Avant les Français. Oui, ça veut dire qu'en réalité, dès la position géographique du Niger et du fait qu'ils ont une grande force de drones commandée par l'Africom, leur permet d'observer, d'avoir beaucoup d'informations dans tout ce qui peut se passer dans le Sahel. Ça, c'est les implications. Mais au-delà, quand même, le Niger est au carrefour de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique centrale, car le Niger est en frontière avec le Tchad. Et une position d'avoir en frontière, si vous allez en frontière avec le Tchad, le Soudan et les implications que cela implique sur la mer Rouge, c'est-à-dire Djibouti et tout l'embouchure là ne sont pas loin. Mais il y a une variable qui est très importante, qui est la variable énergétique. C'est que du fait de la guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine et d'autres pays, parce qu'il y a 40 autres pays qui combattent avec l'Ukraine contre la Russie, les Européens, les Occidentaux ont imposé du gaz, l'embargo sur l'achat du gaz russe. Donc aujourd'hui, ils sont contraints d'acheter le gaz russe de manière détournée de la Chine ou de l'Inde, avec le surplus augmenté par ces différentes nations. Et dans ce sens, c'était très important pour les Européens de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Or, pour approvisionner leurs sources d'approvisionnement, pour s'approvisionner mieux en gaz, ils ont regardé sur le continent africain. L'une des plus grandes réserves se trouve au Nigeria, dans le Niger Delta, avec 5400 milliards de mètres cubes de gaz. Or, c'est important de pouvoir approvisionner l'Europe avec cela. Et pour le faire, il y a le projet d'un gazoduc qui va quitter du Nigeria pour arriver en Europe, passant par le Niger sur une distance de plus de 800 km, 810 km environ, et ensuite sur l'Algérie. En d'autres termes, pour que tous ces projets puissent s'implémenter pour les Européens, pour l'Union européenne, c'est très important que le pouvoir qui est à Niamey le soit favorable. Donc, ils ont un contrôle. Exact. Donc il y a des implications non seulement au niveau énergétique, donc l'uranium, dans le gaz, mais aussi sécuritaire. Mais surtout, ce sont les guerres du futur. N'oublions pas que le Sahara, c'est un grand océan. Et en dessous du Sahara, il y a l'une des nappes d'eau douce les plus importantes du monde. Aujourd'hui, en Europe, une bonne partie de l'eau que les gens consomment, c'est de l'eau polluée. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours poser des questions. Pourquoi des gens qui, dans leur pays, viennent nous emboutir une bouteille d'eau qui nous vendent à 1 ou 2 $? C'est parce que chez nous, nous avons encore de l'eau douce. Et d'ici peu, n'oublions pas, en Afrique, vous avez pu remarquer que il y a cela à peine quelques temps, on a pu avoir une guerre de l'eau en Afrique sur le Nil, parce que du fait du grand barrage construit par l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan se sont plaints parce que les sources du Nil, c'est le Nil bleu qui se trouve en Éthiopie. Et quand l'Éthiopie contrôle cela peut particulièrement détruire toute l'économie égyptienne qui est basée sur le Nil. Ça veut dire qu'on peut avoir une guerre de l'eau. Et justement, les guerres futures seraient les guerres de l'eau. Donc, tel que vous voyez les pipelines aujourd'hui qui transportent le pétrole du Tchad jusqu'au Cameroun,
tel que vous voyez les gazoducs qui transportent le gaz, je ne sais pas quoi, de la Russie vers d'autres pays, d'ici quelques années, vous verrez les grands pas blancs qui vont transporter de l'eau pour approvisionner les pays européens. Et en ce moment-là, en résumé, on pourra se dire que nous, les Nigériens, dont les Africains auront l'uranium mais n'auront pas d'électricité, ils auront le gaz mais n'auront pas de feu chez eux, et ils auront de l'eau mais auront soif chez eux comme ils ont aussi. Donc les enjeux sont extrêmement importants en ce qui concerne cette crise. Exactement. Pourquoi la CEDEAO met autant d'énergie à vouloir rétablir ce qu'ils appellent de plus en plus l'ordre constitutionnel? Est-ce que cet ordre est seulement mis en place lorsqu'on parle de coup d'État? Devrait-il également être mis en place lorsqu'on parle de changements constitutionnels et de lois fondamentales, comme on l'observe en Afrique très souvent, qui permettent aux présidents, à certains du moins, de briguer autant de mandats que voulu à la tête de leur pays? Très bien. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger, peut-être c'est la définition du coup d'État que nous devons faire dès le début. Oui. Qu'est-ce qu'un coup d'État? Un coup d'État, c'est le fait d'arriver au pouvoir sans respecter les voies constitutionnelles. En d'autres termes, on peut avoir un coup d'État militaire, mais il peut aussi avoir un coup d'État civil. Il peut avoir un coup d'État constitutionnel. Dans le cas d'espèce, c'est un coup d'État militaire. Mais n'oublions pas que la CEDEAO bavard, tout en oubliant qu'à côté, il y a eu des coups d'État conditionnels. Le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a modifié la constitution pour revenir au pouvoir, c'était un coup d'État. Mais c'était un coup d'État conditionnel. Le cas du Tchad, où, après le décès du président Déby, son fils aujourd'hui, qui n'était pas président du Parlement, ni du Conseil économique et social, ni de rien, qui n'était que le garde du corps de son père, s'est imposé. C'était une forme de coup d'État conditionnel. Et nous avons vu que dans ces deux cas, la puissance coloniale, notamment la France, a doublé ces coups d'État. Le président Macron s'est déplacé en N'Djamena pour soutenir ces coups d'État. Donc on a comme impression que nous sommes en train d'assister aux 2 poids, 2 mesures. Maintenant, parlant des sanctions de la CEDEAO, cela ne devrait pas nous surprendre. Car rappelez-vous, quand il y a eu coup d'État au Mali, il y a eu pratiquement des sanctions identiques à peu près qui avaient été prises contre le pouvoir malien. C'est quelques mois après qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, ces sanctions n'avaient pas été prises par les autorités de la CEDEAO, mais ces sanctions avaient été écrites par l'ambassadeur de France, juste qu'on avait envoyé ça à ces chefs d'État de signer, d'accepter. En d'autres termes, ces sorties que nous sommes en train de voir ne défendent pas les intérêts des populations de la sous-région, mais défendent beaucoup plus les intérêts de la France. Car, comment expliquer, quand vous dites par exemple dans les sanctions que vous bloquez l'ensemble des avoirs de l'État nigérien, pourquoi le Niger ne peut pas payer une jeune infirmière qui a accepté d'aller soigner des villageois à Agadez, parce que l'infirmière travaille au service de l'État. Mais puisque vous bloquez les avoirs de l'État, l'État ne pourra pas la payer. En quoi est-elle responsable du coup d'État? Pourquoi un enseignant qui a accepté d'aller enseigner des enfants à Tamaracet, dans le désert, ne pourra-t-il pas avoir sa paie à la fin du mois parce que vous avez bloqué les avoirs de l'État? En quoi cet enseignant est-il concerné par cette situation? Ou pourquoi cet enseignant ne pourra pas envoyer les médicaments à sa maman qui est malade? Pourquoi est-ce que sa maman est concernée? Puisqu'ils ont pris des sanctions jusqu'à bloquer l'entrée des médicaments. Pourquoi une maman qui souffre de cancer ou qui souffre d'une autre maladie ne pourra pas se soigner parce qu'il y a eu un coup d'État à Niamey? C'est pourquoi cela souligne le caractère cynique et satanique de ces gens-là qui défendent les intérêts qui sont tout mais sur les intérêts de leur population. Moi, je pense que c'est ce qui peut expliquer le fait que les populations de la sous-région soutiennent de plus en totalement plus soutiennent vraiment cela et sont contre les autorités. Ce que vous avez vu, que ce soit au Ghana, que ce soit en Côte d'Ivoire, même au Sénégal, on a vu jusqu'à l'université même, à Abidjan, on a vu dans un amphithéâtre où les étudiants étaient en train de soutenir le coup d'État au Niger. Ça montre que les populations africaines se sentent au mur et aujourd'hui sont prêtes à prendre leurs responsabilités pour défendre leurs intérêts. Que sait-on de la force déployée, comme l'a annoncé la CEDEAO la semaine dernière, qui est tenue prête à intervenir au Niger pour remettre cet ordre constitutionnel et faire revenir le président Mohamed Bazoum au pouvoir? Ce serait quand même une situation pas inédite parce qu'on a souvent vu les forces CEDEAO se déployer, notamment pour le cas de la Gambie récente. Mais que sait-on de cette force en réalité? Premièrement, la force est inexistante. La force est d'abord théorique. C'est pourquoi on a dit on active la force en attente. Ce n'est pas dit qu'il y a une caserne où il y a des éléments armés qui attendent à tout moment de rentrer sur le terrain. Mais dans le cas d'espèce, il est question que normalement les chefs d'état-major devraient se réunir avant-hier déjà. Ensuite, ils ont renvoyé cela à vendredi. Ils devaient se réunir à Accra au Ghana pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais dans le concret, c'est une coquille vide. Pourquoi? Parce que cette force attend premièrement de la logistique. Et elle attend de la logistique et du financement pour le déploiement de ces forces-là. Or, pour le déploiement de ces forces-là, même la France a des difficultés sur le déploiement
Parce que généralement, tous les grands déploiements que la France fait dans la sous-région, il faut le soutien des Américains. Exact. Aussi, vous avez entendu les sorties, que ce soit de Blinken, que ce soit de Nuland, c'est qu'il faille une sortie diplomatique par rapport à la crise. Parce que les Américains ne veulent pas trop s'impliquer, parce qu'ils ont les 1600 hommes à Niamey là. À Niamey et qu'ils ne font pas beaucoup de bruit. Très bien. Ils disent que, pourquoi dans leur texte, ils disent que mais si vous bavardez trop, si vous laissez les Français seuls gérer cette crise, ils vont empirer la situation. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus, les Américains sont en train de prendre les devants. Mais maintenant, vous avez bien compris, dans le communiqué après le sommet extraordinaire à Lagos dernièrement, la CEDEAO avait dit qu'en réalité, elle ne peut implémenter cela que si elle obtient l'aval des Nations Unies et de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous avez bien compris que à Addis Abeba, lors de la réunion du Conseil de sécurité et de paix qui a été présidé par le Burundi, les dispositions ont été prises et il y a eu un débat de plusieurs heures extrêmement houleux où le Burundi, en tant que président du Conseil de sécurité de l'Union africaine, a dit qu'on va obligatoirement régler cette question par des voies diplomatiques, qu'une intervention au Niger n'était pas celle qu'on pouvait prendre actuellement. Pourquoi? Parce que sur le continent, on a eu des exemples, notamment le cas de la Libye. On a vu des gens utiliser des armes pour s'aimer, pour imposer la démocratie. Aujourd'hui, on connaît les conséquences. Dans son chaos total. Exact. Et la Libye qui était un pays relativement prospère, stable, développé, où tout était pratiquement gratuit. Aujourd'hui, les Libyens se trouvent à s'aligner pour pouvoir avoir du pain ou avoir du gaz. Ruine sécuritaire, économique et sociale en général. Oui. Exact. Eh bien, on va sortir de cet entretien d'Alvarez Gudjo. Docteur, qu'est-ce que l'Union africaine, parce qu'on connaît la récente décision de l'Union africaine quant à la supposée force qui devrait être déployée selon la CEDEAO au Niger pour établir l'ordre constitutionnel et le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Mais que représenterait la grande institution panafricaine? Quelle devrait être sa posture face à une telle situation de crise, même si souvent l'Union africaine a souvent eu à s'exprimer sur les derniers cas de putsch, mais du moins celui du Niger affiche quand même un caractère assez particulier. À votre avis, quelle devrait être la position de l'institution panafricaine? Moi, je suis de ceux qui pensent que l'institution panafricaine aujourd'hui donne l'impression de défendre les intérêts qui ne sont pas les intérêts des Africains. Surtout et surtout la Commission, notamment chapeautée par son président Moustapha Ki. Car rappelons-le, il y a cela à peine 2 ans, l'ambassadeur de l'Union africaine qui était en poste à Washington avait fait une sortie pour dénoncer la situation des États africains francophones sur le franc CFA, et Moustapha qui avait vite fait de prendre la décision pour la démettre, alors qu'elle n'était même pas de la zone. Exactement. Pour la démettre de ses fonctions. Exact. Ce qui montre que depuis un certain temps quand même, je crois, particulièrement depuis la mort du président Déby, on a comme impression que l'Union africaine, pour certains, défend les intérêts qui ne sont pas africains. On a eu beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays, mais curieusement, vous avez pu remarquer que par rapport aux Africains qui meurent dans la mer, pratiquement l'Union africaine est comme muette. Par rapport aux Africains qui sont martyrisés dans les pays comme la Tunisie et beaucoup d'autres États du Maghreb, on a une absence totale. Mais quand il faut... de ce qui se passe particulièrement en ce moment en Tunisie. Exact. On a l'impression que l'Union africaine n'existe pas. Mais l'Union africaine ne fait pas de sortie. Remarquez bien que les Français ont pris les dispositions pour retirer leurs ressortissants. D'abord leurs ressortissants, ensuite les ressortissants européens. Mais actuellement, tous ces États, dont l'Union africaine, qui sont en train de vouloir tout faire pour envoyer des troupes, pour tirer sur les Africains, personne de ces États n'a pris disposition pour exfiltrer leurs ressortissants, que ce soit les Ivoiriens, les Sénégalais ou même les Nigérians. N'oublions pas que le Niger est en frontière. Il y a 7 États du Nigeria qui sont en frontière avec le Niger. Et du fait de la guerre de Boko Haram, il y a plus de 200 000 Nigérians qui ont traversé la frontière et qui sont réfugiés au Niger. Le Nigeria n'a plus aucune disposition pour les faire revenir dans leur pays avant de pouvoir lancer l'assaut. Mais curieusement, comme la vie ou le sang du noir ne représente pratiquement rien, c'est le sang du blanc qui a de l'importance, ils ont pris disposition de mettre leur maître, excusez-moi la tautologie, en sécurité en Europe et veulent maintenant massacrer leur population. C'est triste pour nous, mais on ne devrait pas être surpris. Pourquoi? Comme nous l'avons toujours dit, la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Absolument. Et l'Union africaine, plus de 70% de son budget venant de l'étranger. C'est pourquoi, à mon avis, beaucoup de décisions qu'elle prend, ce sont des décisions qui ne défendent pas les intérêts du continent, mais plutôt de l'étranger. Et donc, il y a encore beaucoup à faire sur je veux dire, l'autonomisation et l'indépendance même de nos institutions, qu'elles soient panafricaines ou régionales et sous-régionales. Exact. Merci énormément, Alvarez Gudjo, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré et merci encore pour tout. À très vite.